Tarek, on prend 2 petites minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne et on attaque, hein. Bien sûr, pas de problème. Bien, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est lundi, donc on attaque notre 3e semaine des Cyber Security Day. Merci d'avoir été présent tout au long de ces 2 dernières semaines et j'espère qu'on va continuer jusqu'au 28 sur le même rythme. Alors, Tarek, moi, quand je lis le titre de ta présentation, le facteur humain au centre de votre stratégie de cybersécurité, où j'ai beaucoup de questions, et je pense que je te les poserai à la fin de la présentation. Ça serait préférable, peut-être que tu vas répondre à certaines d'entre elles. Bien D'accord? sûr, Ok, donc bien sûr. je te laisse faire ta présentation et après on reprendra sur la partie questions. D'accord, je vous remercie. Encore une fois, Merci. bonjour tout le monde. Merci Monsieur Khaled, merci Mariam. Je réitère encore une fois mes remerciements pour notre distributeur SPG pour l'organisation de cette session et de m'avoir invité à y prendre part. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du facteur humain au centre de votre stratégie de cybersécurité pour voir quelle est l'importance de l'humain, aussi bien du côté administrateur ou analyse de sécurité, que du côté utilisateur final qui peut être la première victime lors d'une cyberattaque. Alors, au programme, nous allons donc commencer par voir donc, les sources des menaces et l'anatomie générale d'une cyberattaque. Je vais parler par la suite de la protection automatique qu'on est toujours en train d'adopter, bien sûr, et voir est-ce que cette protection est toujours suffisante, est-ce qu'elle est, c'est-à-dire on peut se contenter d'une protection automatique pour être euh, protégé de façon, on va dire, optimale aujourd'hui. Par la suite, nous allons parler de la remédiation, comment peut-on remédier à l'évolution et la complexité des cyberattaques de nos jours, puis l'introduction des outils EDR, XDR, pourquoi le DR ou bien XDR, pourquoi les éditeurs on va dire, de solutions de cybersécurité aujourd'hui ont adopté cette approche EDR. Par la suite, je vais entamer la partie service de sécurité manager. La même chose, donc on va avoir la même réflexion par rapport à ce service aussi. Pourquoi, qui a fait, on va dire, son apparition
durant les 2 ou les 3 dernières années, quelle est son importance, à quoi ou bien comment peut-il nous aider pour améliorer notre sécurité. Et au final, on va parler de la sensibilisation des utilisateurs et comment ce point peut-il nous aider à mettre en place, on va dire, notre stratégie de cybersécurité. Donc, ce sont les points que je vais aborder tout au long de cette session. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc, à prendre à les noter et à les poser sur le chat. Je vais les traiter à la fin de la présentation. Alors, donc, tel que je l'avais dit, donc je vais commencer par les sources des menaces et l'anatomie générale des attaques. Donc, si je prends l'exemple illustré sur cette page, donc la plupart des attaques aujourd'hui, voire pratiquement toutes les attaques, commencent toujours par la réception d'un email de phishing par un utilisateur victime. Il s'agit généralement aussi d'attaques ciblées. Donc, c'est pas juste un broadcast qui est envoyé par l'attaquant à tout le monde, non? Donc, il cible bien sa victime, donc il connaît sa victime, il fait un travail de reconnaissance avant de le cibler par une attaque de phishing. Généralement, les utilisateurs naïfs n'hésitent pas à cliquer sur des URL reçus sur des emails de phishing. Après ça, ils sont redirigés vers des sites malicieux où un téléchargement de scripts malicieux est lancé la plupart du temps de façon automatique à l'insu de l'utilisateur. Il y a aussi l'installation d'un code malicieux sur l'ordinateur de la victime afin que l'attaquant puisse avoir un premier contrôle sur la machine. Bien sûr, il y a beaucoup d'étapes qui vont suivre avant qu'il ait donc la main pour faire l'exfiltration de données, cryptage de données, tout ce qui est ransomware, etc. Alors, si on analyse ces 3 points que l'on voit ici, on peut dire que le maillon faible, ou bien les 2 points à analyser, ou bien les 2 choses on va dire, à sécuriser sont le poste de travail. Toutes les attaques commencent généralement par un poste de travail. Il y a aussi, monsieur l'utilisateur, qu'on doit donc éduquer ou bien sensibiliser contre ce genre d'attaque. Donc, ce sont les 2 points que je vais aborder tout au long de cette présentation et voir comment, euh, d'un point, d'un côté, donc améliorer ou bien avoir une sécurité optimale pour le poste de travail et d'un autre côté, comment éduquer cet utilisateur pour réduire au maximum la surface d'attaque ou bien le nombre d'attaques qu'il puisse avoir dans votre organisation. Alors, très brièvement, je vais parler de l'anatomie générale des attaques. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais généralement, les phases ou bien les étapes que vous voyez ici sont toujours celles que les attaquants suivent pour exécuter une attaque ciblée. Donc, si on prend l'exemple du ransomware, ce sont les attaques les plus répandues aujourd'hui, les attaques les plus dévastatrices. Ce sont les attaques ransomware. Donc, elles suivent ce cycle de vie qu'on voit ici, ces phases ou bien ces étapes. Donc, ça commence par une phase de reconnaissance et d'armement. Phase de reconnaissance, c'est la phase durant laquelle l'attaquant va essayer de collecter un maximum d'informations sur sa victime afin qu'il construise on va dire, son arme, hein, le premier email ou bien le premier code qu'il va envoyer à sa victime. Donc, à ce niveau-là, durant les 2 premières phases, donc, aucune solution informatique de sécurité ne peut intervenir pour attaquer, pour plutôt arrêter l'attaquant. Le hacker ou bien l'attaquant est tranquille dans son coin à préparer son attaque. À partir de la phase delivery, donc c'est le premier paquet est délivré, est envoyé à la victime. À ce moment-là, donc, il y a les solutions de sécurité au niveau des passerelles qui peuvent intervenir pour stopper l'attaque, telles que les pare-feux, les passerelles email, les solutions, on va dire des gateways web, etc. La partie endpoint, je dirais, commence à partir de la phase d'exploitation où le hacker essaye d'exploiter des vulnérabilités sur votre système, installer un logiciel malveillant sur votre machine afin de prendre le contrôle à distance. C'est la phase de commande et de contrôle. Et au final, il passe à la phase de monétisation, là où il va prendre en otage vos données et demander une rançon afin de les libérer. Donc, ce sont on va dire, c'est l'anatomie générale d'une attaque euh, qui est bien sûr qui est constituée de plusieurs phases. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune attaque qui se fait directement en on va dire en une seule phase ou bien une seule étape. Ça passe généralement par toutes les phases que l'on voit ici.
D'accord. Alors, maintenant, on va voir comment la protection automatique peut-elle nous aider à, on va dire, à stopper ce genre d'attaque. Et la question la plus importante que l'on se pose aujourd'hui, est-ce que cette protection automatique est suffisante? Elle l'était, on va dire, dans le passé proche, mais est-ce qu'avec la complexité des nouvelles attaques, l'évolution des attaques, on peut se contenter de cette protection automatique pour faire face à tout type de cyberattaque? Donc, c'est la question la plus importante à laquelle je vais essayer de répondre durant, on va dire, la suite de cette présentation. Donc, c'est quoi la protection automatique? On vient de voir les phases, on va dire, d'une attaque, les phases qui sont parcourues, ou bien les étapes qui sont parcourues par un attaquant avant d'exécuter une attaque ciblée. On a aussi donc la protection automatique, quels sont les modules qu'elle offre, ou bien qu'elle fournit, afin de protéger. Surtout, on va se concentrer, j'avais dit, sur le poste de travail, c'est le maillon faible. Donc, quelles sont les fonctionnalités qu'elle offre, cette protection, pour protéger un poste de travail. Bien sûr, je ne vais pas aller dans le détail de ces fonctionnalités, ce n'est pas l'objectif de la session, mais c'est juste pour vous montrer que on se base généralement sur une défense en couche pour que l'on puisse arrêter les attaques. D'accord. C'est quoi une défense en couche? C'est-à-dire on peut réagir, ou bien la solution endpoint peut réagir à n'importe quelle phase, d'accord, on va dire du cycle de vie d'une attaque pour la stopper par différents modules que l'on voit ici. Donc ça représente la protection automatique. Cela veut dire que l'administrateur ou bien l'analyste de sécurité de votre organisation n'a pas vraiment besoin d'intervenir et de faire un travail plus ou moins manuel afin de stopper l'attaque. Tout ce temps qu'il a besoin, c'est de vérifier les rapports, voir ce qui s'est passé sur son réseau, être au courant que telle machine, tel serveur vient d'être infecté et la menace vient d'être nettoyée par sa solution, etc. Donc, il n'y a pas vraiment nécessité que l'administrateur ou bien l'analyste de sécurité on va dire, accède de façon régulière à la console afin de prendre des actions qui puissent, on va dire, déterminer la suite d'une attaque. Donc ça, c'est la protection automatique. Pour résumer un petit peu ça, donc elle, elle contient donc tout ce qui est protection fondamentale pour voir les menaces connues, pour stopper les menaces connues. C'est quoi une menace connue? C'est une menace qui a déjà été vue par un éditeur de sécurité, c'est-à-dire il a sa signature. Et il suffit que cette menace, donc, ou bien l'attaquant essaie d'exécuter une menace connue sur une machine, elle est stoppée automatiquement par la protection fondamentale, ou bien je dirais aussi la protection traditionnelle. Le reste, les trois étapes que vous voyez ici, constituent ce qu'on appelle par la protection de nouvelle génération au niveau du endpoint, ou bien le endpoint de nouvelle génération. Ce sont des technologies qui ne se basent pas sur des signatures pour pouvoir reconnaître un malware. Donc, encore une fois, on parle d'une protection automatique contre les menaces avec plusieurs couches de défense. Et jusqu'à présent, euh, l'administrateur, encore une fois, ou bien l'analyse de sécurité n'a pas vraiment besoin d'intervenir. Donc, le facteur humain, je ne dirais pas qu'il n'est pas important, mais l'être humain n'a pas vraiment besoin d'intervenir pour arrêter ou bien prendre une action qui puisse aider à arrêter, en d'autres termes, qui puisse aider à arrêter une attaque. D'accord. Il y a aussi ce qu'on vous offre de plus sur cette partie toujours protection automatique. J'insiste sur ce terme-là. Donc, pour combler les failles de sécurité à l'aide du RCA. RCA, c'est Root Cause Analysis. Donc, c'est une fonctionnalité additionnelle à la partie protection automatique qui va permettre, qui va vous permettre, vous en tant que client, vous en tant qu'administrateur, ou bien analyse de sécurité, donc après la détection d'une attaque, le nettoyage d'une menace, etc., ce graphe que vous voyez ici, ou bien ce schéma, va vous aider à déterminer la cause première de cette attaque, identifier l'étendue de la menace au niveau de votre parc informatique et aussi voir où elle a été neutralisée sur votre parc informatique. Ça, on va dire, c'est beaucoup plus pour la partie visibilité. Encore une fois, même à ce niveau-là, l'être humain ou bien l'administrateur, l'analyse de sécurité n'a pas d'action réelle à prendre afin de stopper l'attaque ou bien la menace en question. Maintenant,
Euh, Maintenant, avec la protection automatique, la question que je me suis posée tout à fait au début, donc est-ce que cette protection automatique est suffisante aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut répondre à tous nos besoins? Est-ce qu'on peut se contenter de ça pour faire face à tout type d'attaque que l'on voit de nos jours? La réponse, donc, dans certains cas, peut être non. Maintenant, on va voir comment remédier à l'évolution et la complexité des cyberattaques de nos jours. D'accord? Alors, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre en note afin que je puisse les traiter en fin de cette session. Alors, afin on va dire, de voir comment remédier on va dire, à l'évolution et la complexité des attaques, je vais essayer de répondre à une simple question que l'on voit ici. Donc, pourquoi les attaques réussissent-elles? Donc, si on arrive à répondre correctement à cette question, nous allons comprendre comment remédier à la complexité ou bien à tout nouvel type d'attaque de nos jours. Premier point, ce sont donc les exclusions. C'est un point que l'on ignore pratiquement tous, donc on ne donne pas trop d'importance aux exclusions et qui sont, on va dire, un point très important pour monsieur l'attaquant ou bien monsieur le hacker qui ne cherche que ça pour, on va dire, pénétrer dans votre réseau. Les exclusions donc, nous permettent d'exclure des applications, des fichiers, des dossiers, etc. Des dossiers ou bien des fichiers spécifiques. Donc, on va les exclure de l'analyse et ainsi, ils ne vont pas être détectés par votre solution installée sur le poste de travail ou bien votre machine. Le message qu'on a ici, donc, sur notre forum, il dit que vous pouvez avoir la meilleure protection au monde, mais si vous faites des exclusions, vous pouvez très facilement être victime d'une attaque ou bien d'une cyberattaque, car exclure un programme ou bien un chemin ou bien un dossier d'être analysé par l'anti-malware sur place, cela veut dire que vous êtes responsable de ça et il n'y a aucune solution informatique au monde qui puisse vous protéger si vous avez exclu cette protection. D'accord? On a ici quelques exemples comme l'application NIRCMD ou bien PSExec. Ce sont des applications potentiellement indésirables qui sont utilisées, je dirais, même par le staff IT. Donc, faire des exclusions sur ce genre d'application n'est pas du tout donc, pas une bonne pratique et n'est pas du tout recommandé. Ça, vous pouvez l'entendre de n'importe quel éditeur de solutions de cybersécurité. Ça donne juste la main au hacker ou bien la possibilité au hacker d'insérer son code malicieux au sein de l'une de ces applications afin qu'il puisse établir la persistance et rester chez vous des jours, voire même des semaines, faire son travail dans le cadre d'une attaque ciblée tranquillement et il aura tout le temps pour le faire. Voilà. Donc, premier point, ce sont les exclusions. Donc, l'administrateur ou bien l'analyse de sécurité doit faire très, très attention par rapport aux exclusions et faire uniquement ces exclusions lorsqu'elles sont vraiment nécessaires, que ce soit sur le poste de travail ou bien sur le serveur. Le deuxième, toujours dans le cadre de la même question, donc pourquoi les attaques réussissent-elles? Deuxième point, ce sont les mauvaises configurations. Donc, la même remarque que je vais faire ici. Donc, vous pouvez toujours avoir la même protection au monde, mais s'il y a des misconfigurations, bien des mauvaises configurations sur votre solution, cela veut dire qu'elle ne va pas fonctionner automatiquement. Et il y a aussi la désactivation des politiques de protection contre les menaces équivaut à ne pas du tout avoir de solution de sécurité. Là aussi, vous pouvez avoir la meilleure protection au monde, mais si elle est mal configurée ou bien s'il y a des fonctionnalités qui sont désactivées sur votre protection, donc cette solution-là ne peut jamais vous protéger correctement contre toutes les attaques. Là aussi, il y a le facteur humain qui est important. Donc, généralement, les solutions de sécurité viennent avec des configurations par défaut qui permettent d'assurer un minimum on va dire, de sécurité, voire même les paramètres recommandés par l'éditeur. Mais si donc, l'administrateur ou bien l'analyste agit manuellement sur ces configurations, l'échange bien sûr à des fins bien précises, cela peut impacter la sécurité de votre parc informatique et vous pourriez être très facilement victime d'une cyberattaque. Donc ça, c'est le deuxième point.
Troisième point, je vais parler donc toujours, encore une fois, dans le même le cadre de cette question-là. On a les machines non protégées. C'est quoi une machine protégée? Donc, elle peut être une machine qui n'est pas du tout protégée, donc qui contient aucun software de protection contre les cyberattaques. Ça peut être aussi une machine telle que vous voyez dans cet exemple. Je suis sûr que vous avez déjà identifié les machines qui ne sont pas protégées, ou du moins celles qui ne peuvent pas être protégées, on va dire, de la même façon que les autres, chez tous les éditeurs, pas uniquement chez Sophos. Aujourd'hui, je parle, on va dire, je vous parle en tant qu'ingénieur Sophos, mais vous pouvez entendre en tant que, ces remarques de la part d'autres éditeurs de sécurité. Donc, on a, exemple, la machine Windows XP, qui est un OS, on va dire, déclaré en fin de vie par la société Microsoft. On peut trouver des, on va dire, des clients qui utilisent déjà toujours les machines Windows XP. Ce qu'il faut savoir, pareil pour la partie serveur, donc on a Windows Server 2003. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les attaquants, un attaquant, un hacker, il opte toujours pour la facilité. Il ne va pas chercher à se compliquer la vie. Il opte pour la facilité afin d'exécuter son attaque. Donc, la première chose qu'il va faire une fois, pour essayer de pénétrer dans votre réseau, c'est de chercher ce genre de machine et ce genre d'OS qui sont très, très vulnérables. Donc, même en ayant une solution de sécurité installée dessus, on ne peut jamais protéger une machine XP, par exemple, telle qu'on protège une machine Windows 10 ou bien Windows 11. Donc, le hacker, il sait tout ça. Donc, il va chercher, comme je l'avais dit, la facilité. Il va essayer de cibler en premier ce type de machine, à savoir Windows XP ou Windows Server 2003, car il sait qu'il a beaucoup plus de chances de trouver des vulnérabilités à exploiter dans ce genre de machine que dans un serveur 2019 ou bien via une machine Windows 10 ou bien 11 qui peut être patchée à jour sans vulnérabilité. D'accord. Il y a aussi cette remarque que l'on voit ici, qu'on a, on va dire, l'habitude d'entendre de la part de certains, pas tous bien sûr, certains clients, disent on a déjà installé des patchs de sécurité, par exemple en janvier. Aujourd'hui, on est en mois d'avril. Ce n'est pas suffisant. Un patch de sécurité doit être appliqué au moment de sa publication par l'éditeur de votre solution. Sinon, si vous avez une solution qui n'est pas à jour, c'est-à-dire si l'éditeur a lancé un ou plusieurs patchs durant un mois et que vous n'avez pas installé ces patchs sur votre serveur ou bien sur votre machine, cela veut dire que ces deux-là peuvent être très vulnérables. Donc, les patchs ne s'appliquent pas une fois par an ou bien une fois par mois, donc ils s'appliquent à chaque fois qu'ils sont publiés par l'éditeur de votre solution. Donc, tout ça, bien sûr, les 3 points que je vais citer peuvent rentrer dans le cadre des bonnes pratiques pour éviter ce qu'on appelle donc les cyberattaques avancées de nos jours. Mais aussi, on a bien vu que le facteur humain est très, très important dans tout ça. Et on va dire, c'est à l'administrateur ou bien l'analyste de sécurité de faire ce travail, de veiller à ce que son parc informatique n'ait pas de machines non protégées, de veiller à ce que les configurations, on va dire, optimales ou bien recommandées par l'éditeur sont mises en place, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exclusion, on va dire entre parenthèses, non nécessaire sur son parc informatique, afin de réduire au maximum les chances de cet attaquant de pénétrer dans son réseau et de prendre pour en otage ces données, ce qu'on voit tous les jours dans les attaques en ensemble. Alors maintenant, on a parlé de la protection automatique. Tout à fait au début, on a parlé on va dire, du maillon faible dans toute cette histoire qui est l'utilisateur. On avait parlé de la protection automatique qui peut être faite ou bien qui peut nous protéger sans qu'il y ait d'intervention d'être humain ou d'administrateur pour prendre des actions. On a vu quelles sont les bonnes pratiques pour remédier à l'évolution et la complexité des attaques de nos jours. Maintenant, on va dire l'approche, la nouvelle approche qui a été adoptée par les éditeurs de solutions de sécurité informatique durant, on va dire, les 5 ou 6 dernières années, voire même un petit peu plus, ce sont les solutions EDR, Endpoint Detection and Response. Ces outils, ou bien les outils EDR, peuvent aider les sociétés à avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur le endpoint. Ce qu'il faut savoir sur cette solution-là, c'est qu'elle nécessite
l'intervention, on va dire, des analyses de sécurité pour qu'elles puissent fonctionner correctement ou bien pour qu'elles puissent aider à améliorer la sécurité. Donc, tout ce qui est protection automatique, on peut l'avoir par le endpoint ou bien par le moteur qui est installé sur les machines et les serveurs. Maintenant, pour voir au-delà de de ce qui a été vu ou bien de ce qui pourrait être vu par cette solution, nous avons besoin d'outils EDR. Donc, en d'autres termes, je dirais plus simples, donc un endpoint ou bien la protection automatique peut voir tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, mais il y a toujours un gap, un gap qui, il y a voilà, un gap qui ne peut pas, sur lequel la solution endpoint ou bien la protection automatique ne peut pas prendre une décision quant à la légitimité d'une application, par exemple, ou bien d'un software sur une machine. Donc, la force d'une solution EDR réside dans sa capacité à réduire au maximum ce gap-là et à donner une meilleure visibilité pour cette analyse de sécurité ou bien cet administrateur. D'accord. Donc, maintenant, je vais parler des outils EDR. Donc, j'avais dit que l'EDR, ce sont des fonctionnalités qu'on a ajoutées sur la partie endpoint pour donner, on va dire, pour donner le moyen à un administrateur ou à un analyste de sécurité d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur son parc informatique sans qu'il y ait forcément de détection de menaces sur ces deux-là. Donc, les outils, donc on a deux outils. On a le Live Discover qui est un outil qui permet on va dire, de poser la question, bien de lancer une requête EDR sur une machine. Donc, l'objectif est de faire tout ce qui est opération IT, chasse des menaces et voir au-delà, bien regarder au-delà des logiciels malveillants qui peuvent être détectés de façon automatique par le endpoint. Ça, on n'a pas à trop s'inquiéter. Et une information aussi importante, on peut aller jusqu'à 90 jours de données en live, en direct sur l'historique qui est stocké sur le disque. Donc, encore une fois, pour résumer, une requête EDR, elle est équivalente à une question que l'analyse de sécurité ou bien l'administrateur de sécurité peut poser à un endpoint ou un serveur pour comprendre un fonctionnement ou bien un comportement bien spécifique sur cette machine. Là encore, donc, on voit que le facteur humain est très important. Donc, sans qu'il y ait cette requête, sans qu'il y ait ce travail, je dirais, plus ou moins manuel par l'administrateur, donc, il n'y a pas d'information plus que celle qu'on a, on va dire, qu'on a pu avoir avec le endpoint de façon automatique. Deuxième outil, c'est le Live Response. Donc, moi, en tant qu'administrateur ou qu'analyste de sécurité, expert en cybersécurité, une fois lancer des requêtes d'hier et une fois avoir les réponses à toutes mes questions, comprendre un petit peu ce qui se passe sur le endpoint et le serveur, je peux prendre des décisions d'agir sur ces machines-là ou bien ces serveurs-là. Je peux citer un exemple très très simple. Je suis en train de chercher une application bien spécifique. En lançant la requête d'hier, j'ai ma réponse et je peux voir que cette application, par exemple, elle est présente sur une dizaine de machines et quelques serveurs. Je peux directement euh, prendre la décision de la désinstaller à distance à partir de la console d'administration en utilisant l'outil de remédiation en menace qui est le Live Response. Donc, autrement dit, donc, je vais un petit peu résumer c'est quoi une solution EDR. Donc, une solution EDR ici nous fournit deux outils. Le premier pour poser la question et le deuxième pour répondre à la menace ou bien pour prendre une action sur la machine. Donc, je résume encore une fois. Donc, l'EDR ou bien les solutions EDR nécessitent vraiment le facteur humain pour que cette fonctionnalité puisse tourner correctement, puisse donner des résultats. Il est très, très important. Autrement dit, il y a ce travail manuel qui doit être fait par l'administrateur qui est derrière la console de management. Voilà. J'ai ici quelques cas d'utilisation courants de DR dans le cadre des opérations IT ou bien on peut l'appeler aussi hygiène informatique. Je peux lancer des requêtes, plusieurs requêtes pour voir pourquoi ou bien pour comprendre pourquoi une machine est-elle lente. Je peux voir est-ce que les services critiques sont-ils en cours d'exécution, par exemple le chiffrement du disque, le pare-feu, et n'importe quel autre service critique sur la machine. Trouver des vulnérabilités connues sur sur les OS
est-ce qu'il y a des versions obsolètes ou pas, les mauvais certificats qui peuvent éventuellement être installés par des hackers afin de vous rediriger vers des sites web malicieux, c'est-à-dire à votre insu, les services inconnus et les extensions de navigateurs qui ne sont pas autorisées. Ce sont juste des exemples. Je peux aussi voir s'il y a des programmes en cours d'exécution sur la machine qui doivent être supprimés. Moi, en tant qu'administrateur, je peux reconnaître certains, etc. Dans le cadre de la chasse des menaces, je peux voir quel processus tente d'établir, par exemple, une connexion réseau sur des ports non standards, répertorier les indicateurs de compromission détectés et les mapper sur la matrice MITRE-ATT&CK. D'accord. Je peux rechercher des détails sur des exécutions PowerShell. On connaît tous PowerShell, c'est une application Microsoft légitime. Elle est nécessaire de bon fonctionnement de l'OS, mais elle est tout le temps utilisée. Donc, le problème, c'est qu'elle est tout le temps utilisée par les attaquants afin d'exécuter des codes malicieux sur votre machine. Donc, avoir une visibilité sur les détails de ces exécutions est très important pour un analyste de sécurité. La protection automatique sans l'intervention de l'être humain peut détecter, bien sûr, une exécution PowerShell n'est pas légitime, qui est malicieuse à son exécution. Donc, dès qu'elle s'exécute sur la machine, bien sûr, la protection automatique a le potentiel, a la capacité de la stopper par différentes couches de sécurité. Ça peut être l'anti-ransomware, ça peut être l'anti-exploit, comme ça peut être la technologie deep learning basée sur l'intelligence artificielle. Mais en utilisant le DR, je peux réagir à ça de façon proactive. Donc, je peux même voir cette exécution qui peut être planifiée sur la machine, l'arrêter avant même donc qu'elle s'exécute sur cette machine-là. Et c'est là qu'on voit l'importance du facteur humain dans cette, on va dire, cette sécurité ou bien cette approche que je dirais proactive afin de stopper les attaques. On a aussi, on peut vérifier les tentatives de connexion inhabituelle. Par exemple, s'il y a échec sur la fourniture du mot de passe à plusieurs reprises, donc ça peut être un indicateur d'un début d'une attaque. D'accord. Et aussi, je peux chercher des machines sur lesquelles le service RDP est exposé à Internet, ce qui est très, très dangereux. Et je peux vous dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques qui commencent par le service RDP. Donc, ce sont un petit peu les cas d'utilisation courante de DR. Et pour exécuter tout ce que l'on voit ici, que ce soit dans le cadre des opérations IT ou bien dans le cadre de la chasse des menaces, c'est-à-dire là, on est en train de chercher des menaces, des indicateurs de compromission. L'administrateur, donc l'être humain qui est derrière la console d'administration, doit quand même faire un certain travail manuel, doit faire une certaine analyse et doit prendre des décisions et faire des actions en conséquence afin de, je dirais, réagir aux attaques ou bien stopper les attaques de manière proactive et ne pas attendre la protection automatique qui peut bien sûr, dans la plupart des cas, détecter tout ce qui est code malicieux, même si celui-là n'est pas connu et n'a pas de signature. Tout ça, on l'a vu tout à fait au début. Maintenant, donc, je viens de parler de DR. L'XDR, c'est la même approche, c'est la même logique. Donc, au lieu de Endpoint Detection and Response, on a Extended Detection and Response, c'est-à-dire au lieu de se contenter de l'information que j'ai sur le endpoint et le serveur uniquement afin d'étendre, on va dire, ma visibilité sur mon parc informatique, je vais essayer d'avoir plus d'informations à partir plutôt des produits network tels que le pare-feu, ma solution de protection de la messagerie, ma solution de protection des appareils mobiles et ma solution de protection bien de monitoring des plateformes cloud publiques. D'accord. Donc, l'XDR peut étendre la visibilité pour l'administrateur en récoltant, je dirais, des informations à partir de tous les produits que l'on voit ici et ne pas se contenter uniquement des solutions ou bien du produit endpoint. Quand je dis endpoint, ça inclut aussi la partie serveur. Donc, c'est un petit peu le comparatif entre EDR et XDR. D'accord. Après tout ce que l'on vient de voir, on a ici quelques faits. Donc, on sait tous qu'il y a, on va dire, beaucoup d'organisations, beaucoup d'études faites là-dessus. Donc, la quantité et la complexité des attaques et les demandes de rançon augmentent de jour en jour, donc augmentent au fil du temps. On a l'évolution des menaces, donc les techniques living of
LAN, donc ce qui veut dire que c'est des techniques utilisées on va dire, dans toutes les attaques, c'est le fait d'injecter des codes malicieux dans des applications légitimes qui tournent sur vos serveurs et vos machines. Donc, ce sont ces techniques-là. Le fait de désactiver les outils de sécurité pour échapper à la détection, c'est un point, c'est une étape que l'attaquant cherche toujours à faire en premier lieu avant de commencer à essayer de pénétrer plus dans votre réseau. L'exploitation des vulnérabilités des produits, on va dire, third party, ça aussi, c'est important dans, on va dire, dans le cycle de vie d'une attaque que l'on a vu tout à fait au début. Et bien sûr, l'attaquant essaie toujours de frapper la nuit, donc de vous attaquer la nuit lorsque vous n'êtes pas face à vos consoles d'administration de vos produits de sécurité. Quand vous êtes absent, il a plus de chances, bien sûr, d'aboutir, d'atteindre son objectif. Ça aussi, ça fait partie du mindset du hacker, de monsieur l'attaquant. On a aussi la complexité de la sécurité informatique qui augmente de jour en jour par la diversité des produits. Aujourd'hui, les équipes informatiques ou bien les équipes spécialisées dans la sécurité doivent gérer à la fois la solution endpoint, les solutions réseau telles que le pare-feu, le mobile, le cloud, etc. Donc, il y a toujours plus de produits à gérer. On a aussi l'augmentation des fonctionnalités, telles que l'ajout de l'EDR et l'XDR. Donc, c'est une approche qui a été adoptée suite, ou bien voilà, qui a été adoptée par les éditeurs de solutions de sécurité suite à la complexité et l'évolution euh, des attaques de nos jours. Et après tout ça, donc, on a en parallèle les ressources informatiques qui sont généralement très limitées en termes de budget, de personnes, et les investissements ne sont pas toujours ou bien souvent une priorité pour les organisations. Donc, on peut dire que les équipes informatiques sont de plus en plus confrontées à l'augmentation des menaces et, on va dire, peuvent chercher des solutions à ça. Donc, pour, on va dire, remédier à tous ces faits que l'on voit ici, il y a eu l'apparition, je dirais, dans les 2 ou 3 dernières années, de ce qu'on appelle les services de sécurité managés, qui sont connus aussi sous le nom de NDR, Managed Detection and Response Services. D'accord? Donc, les services de sécurité managés. Chez nous, chez Sophos, il s'agit du service donc, Sophos Managed Threat Response, c'est le service MDR qui repose donc sur une chasse des menaces 24/7 dirigée par des experts, donc par un être humain, donc, et non pas une machine de façon automatisée. Donc, cette équipe-là, elle enquête sur les activités suspectes, pas seulement sur les détections. Donc, on ne peut pas attendre qu'il y ait une détection d'une menace pour agir. Donc, on va même on va dire, agir de façon proactive sur toute activité suspecte sur une machine ou bien un serveur. Et bien sûr, on ne s'arrête jamais à la notification car on juge que la notification n'est que le début d'une attaque. Donc, on prend même des actions pour neutraliser, on va dire, une menace active sur un réseau. Donc, ce sont, on va dire, les 3 tâches principales de cette équipe MDR qui est un service géré par des humains, par des experts en cybersécurité. Alors, ces équipes-là ont 3 modes de réponse. Donc, vous pouvez donc, collaborer, vous pouvez choisir de collaborer avec la façon que vous souhaitez, avec notre équipe MTR, afin qu'elle puisse travailler à vos côtés, collaborer avec vous dans la chasse des menaces et la remédiation à ces dernières. Donc, il y a le mode notifié. Donc, si vous choisissez ce mode, cette équipe-là va juste vous informer de la détection et elle vous fournit des détails pour vous aider à réagir face à un début d'attaque ou bien une attaque. Vous pouvez travailler avec cette équipe en mode collaboré, c'est-à-dire vous allez travailler en collaboration avec l'équipe. Donc l'équipe MPR va avoir des points de contact chez le client. Donc à chaque fois qu'il y a un travail d'investigation, un travail de remédiation à une attaque, ces contacts-là vont être impérativement, obligatoirement impliqués avec cette équipe MPR afin de remédier correctement et efficacement à une attaque qui a le dernier mot autorisé. Avec ce mode, donc si vous choisissez ce mode, cette équipe-là, donc cette équipe d'humains, d'experts, donc encore une fois, ce n'est pas un logiciel qui tourne sur un serveur ou une machine, donc ce sont des équipes d'experts, des humains
on va dire, expert en cybersécurité. Si vous choisissez, on va dire, si vous optez pour ce mode de réponse avec eux, ils vont donc, bien sûr, faire le travail d'investigation, tout ce qui est chasse des menaces, etc. Remédier directement à ces menaces. Donc, exemple, bloquer des adresses IP, bloquer des URL, désinstaller des applications qui jugent malicieuses sur vos serveurs et vos machines, et à la fin, vous notifier par tout ce qui a été fait afin de maintenir votre parc informatique et votre réseau d'entreprise, on va dire, en bonne santé, loin de tout type d'attaque. Ce sont les trois modes de réponse proposés par l'équipe NTR de Sophos. Le processus d'investigation que je viens d'expliquer, donc, il est mieux résumé dans ce slide ici. Donc, il y a l'équipe NTR qui observe, il y a le client, si on prend l'exemple du mode collaboré, qui est toujours informé de ce qui se passe sur son réseau, il prend les décisions nécessaires avant que cette équipe puisse agir et neutraliser de manière complète et efficace une attaque active sur votre réseau. Donc, c'est le processus d'investigation de l'équipe Sophos MTR. Alors, quelques exemples ou mesures de réponse ou bien actions qui peuvent être prises par cette équipe-là. Donc, ils peuvent apporter des modifications à la configuration dans le cadre des bonnes pratiques pour, bien sûr, toujours pour optimiser et vous donner la meilleure protection possible. Ils peuvent isoler des machines qui jugent infectées, ils peuvent bloquer des fichiers euh, qui peuvent juger malicieux, lancer des scans sur vos systèmes, bloquer des sites web et des adresses IP qui peuvent être mal réputées, bien malicieux dans le cas des sites web, bloquer des applications qui peuvent être malicieuses et ils peuvent utiliser bien sûr les outils que l'on a vus, les outils EDR, XDR, afin d'agir, de prendre toutes ces actions sur les machines et les serveurs. Et bien sûr, tout ça nécessite l'approbation et l'accord du client final. Donc, aucune action n'est prise dans le cadre, par exemple, du mode collaboré. Aucune action ne peut être prise sans l'accord du client qui est responsable, bien sûr, du parc informatique de son organisation. Ici, alors, un point très important dans les attaques de nos jours, c'est le temps. Donc, les secondes comptent. Le temps est un facteur très, très important. Maintenant, si vous êtes en train de subir une attaque en ransomware, par exemple, à la première minute, vous êtes en train de voir qu'il y a 3, 4, voire 5 machines qui sont infectées. Les 2 minutes qui suivent, ça peut être tout le parc informatique, à savoir 200, 300, voire même plus de machines. Donc, le facteur temps est très important. Agir à temps est très, très important pour dire, stopper une attaque de type ransomware, par exemple. On a ici on va dire le temps moyen de la résolution d'une attaque chez nos clients. Ce sont des statistiques faites par nos équipes NTR. Donc, généralement, le temps de détection d'une attaque, le temps d'apparition d'indices de compromission, il est de 2 minutes. Le temps moyen de réponse à une menace, il est de 20 minutes. Et le temps de résolution d'un case complètement, c'est-à-dire après avoir eu la confirmation du client que cette attaque a été bien neutralisée, il est de 60 minutes. Donc, ce sont des statistiques faites par nos équipes MTR. Alors, pour résumer un petit peu tout ça, j'avais parlé tout à fait au départ de la protection automatique dans notre cas qui peut être assurée par notre produit phare Intercept X, sans qu'il y ait d'intervention, on va dire, de l'être humain, de l'administrateur ou bien de l'analyse de sécurité pour faire ce travail. Après, il y a la partie detection and response, détection réponse, où le facteur humain est très, très important en utilisant les outils EDR et XDR. Donc, si vous avez une équipe, si vous avez les moyens nécessaires et les compétences nécessaires pour faire ce travail, vous pouvez opter donc pour une solution EDR, XDR. Maintenant, si vous voulez avoir de l'aide, travailler en collaboration avec une équipe d'experts dans le cadre des services managés, services de sécurité managés, que j'avais donc expliqué, vous pouvez faire appel à notre service NTR. Le service rapid response, c'est juste, on va dire, il est équivalent au NTR, mais uniquement en cas d'incident. Si vous êtes victime d'une attaque à un instant T, vous pouvez, même si vous n'êtes pas client Sophos, vous pouvez faire appel à ce service rapid response pour qu'il vous aide à neutraliser la menace sur votre part
informatique. Alors, jusqu'à présent, on a parlé du côté donc du facteur humain, côté administrateur, analyse de sécurité, celui qui est responsable de la cybersécurité d'une organisation. Maintenant, on va parler de l'utilisateur qui est à l'origine d'une attaque ou bien qui est la première victime dans une attaque. Comment sensibiliser cet utilisateur? Comment l'éduquer à ne pas tomber dans les pièges des attaques de phishing afin de réduire au maximum les chances de l'attaquant d'atteindre ses objectifs dans une attaque ou bien de déployer correctement, je dirais, son attaque. Pour ça, la solution, c'est le produit PhishThread. C'est un produit très simple à utiliser qui permet de, on va dire, simuler des attaques de phishing. Et cela peut se faire en trois étapes principales. Il y a la phase test, là où on va donc, essayer de créer des campagnes de sensibilisation, lancer ces campagnes sur tout le parc informatique, c'est-à-dire tous les utilisateurs, spécialement ceux qui ne font pas partie du staff IT. D'accord, voir former ses utilisateurs. Donc, ce produit contient des petites formations pour dire à l'utilisateur ou bien pour fournir à l'utilisateur quelles sont les astuces, les méthodes à suivre afin de reconnaître mail de phishing, afin de faire la différence entre un email de phishing et un email légitime. Et au final, on va mesurer, on va dire mesurer donc tout ça par des rapports, par tout ce qui est remonté, par la remontée d'informations après avoir lancé la campagne. Donc, je peux voir quels sont les utilisateurs qui sont tombés donc, dans le piège, qui ont cliqué sur le lien de phishing, quels sont les utilisateurs qui ont suivi la formation, quels sont les utilisateurs qui n'ont pas cliqué sur le lien, c'est-à-dire qui se sont rendus compte qu'il peut s'agir d'un email de phishing, etc. Donc, pour ça, on a quatre types de campagnes. Donc, les campagnes de phishing, il y a des liens vicieux, les campagnes sur lesquelles on va essayer d'inciter l'utilisateur à fournir son mot de passe et on va dire son mot de passe d'accès à un compte sur les réseaux sociaux, à son compte bancaire, etc. Les campagnes de pièces jointes, donc ce sont des emails qui contiennent des pièces jointes sur lesquelles ou bien durant lesquelles on va essayer d'inciter l'utilisateur à ouvrir une pièce jointe qui peut contenir donc, un fichier Microsoft, par exemple, qui contient une macro derrière. Donc, il y a un script malicieux qui peut donner un accès à un attaquant, etc. Il y a aussi les campagnes de formation pour dire ou bien pour éduquer, pour former l'utilisateur, même s'il ne fait pas partie du staff IT, bien sûr. Ce sont des formations très simples qui peuvent être suivi par tous les utilisateurs, donc pas forcément ceux du staff IT, afin qu'ils puissent reconnaître dans le futur plus facilement, je dirais, les attaques de phishing, un email de phishing, un email frauduleux qui n'est pas donc, envoyé par un membre de son organisation ou bien une personne légitime. Voilà, donc c'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que la session a été bien bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc je suis prêt à répondre à toute éventuelle question. Alors, Karim, je te cède la parole si, s'il y a des questions pour gérer cette Mais c'est partie-là. Khaled, il a des questions depuis le début Bien du sûr. webinaire. J'en avais beaucoup, mais a priori, tu as répondu à la majorité d'entre eux. Non, moi, c'était essentiellement la dernière partie qui est importante pour moi, parce que autant sur les premières choses, l'aspect technique, l'aspect protection, l'aspect protéger, écarter les XP, protéger les Windows 2003, ainsi de suite, tout ça, c'est un aspect technique qui est important. Mais la dernière partie que tu viens d'aborder aujourd'hui, c'est ce qui me semble très intéressant et très important parce que, à mon avis, ça doit constituer la partie par laquelle les attaquants peuvent intervenir dans le réseau de l'entreprise plus facilement. Donc, la partie formation, la partie sensibilisation des utilisateurs me semble très importante.
et qui constitue un risque très important pour les administrateurs. Voilà, donc j'étais content que tu en parles à la fin. Donc, je n'ai pas d'autres D'accord. questions, sincèrement, parce que tu as abordé tous les sujets finalement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Khaled. Alors, l'audience, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, il y a, pour la présentation, oui, elle sera partagée par notre distributeur SPG avec vous. Donc, pas de Exact. problème pour ça. Je ne sais pas Très s'il y a bien. d'autres questions. Il semble que non. Il semble que non. Tarek, merci beaucoup pour ton intervention très claire. Très claire. Merci Merci, beaucoup. merci, Monsieur Khaled. Donc, demain donc, on va continuer jusqu'à la fin de la semaine avec ces Cybersecurity Days. Et demain, on abordera avec Rapid7 un autre sujet. Donc, n'hésitez pas, revenez à 10 heures à la même heure pour suivre le prochain événement. Merci de votre présence et à demain, je vous dis.